Pour voir ce qu'on peut faire, on a la chance aussi d'avoir Claire Gallon, qui va... alors Nantes, c'est toujours un petit peu le phare de l'open data. On espère que ça ne va pas l'être longtemps, parce qu'il faut qu'on ait vraiment beaucoup de relais qui reprennent. PACA se met en bonne position là-dessus. Claire a elle aussi beaucoup de casquettes, cofondatrice et animatrice de l'association Libertic, je pense que c'est sa casquette principale, publication de la carte de l'open data en France qu'on a vu, pas mal de choses. Claire, est-ce que vous pouvez nous donner du coup un point de vue, je vais pas dire terrain, mais voilà, on oublie open data, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pousse? Alors, ça va être l'objet de la présentation. Bonjour à tous. Donc, il y a un an, on présentait un article, justement, qui posait la question, voilà, quelle est la place du citoyen dans l'open data? On a bien vu qu'il est convoqué dans les discours, mais dans les faits, il y a un an, on ne voyait pas vraiment de visibilité, de présence de vie citoyenne dans l'écosystème open data. Donc là, l'idée, c'est justement de voir ce qui a pu avancer ou pas depuis un an et de voir comment ça a pu évoluer vers une inclusion des citoyens. Alors, juste avant de commencer, je vais lever le voile tout de suite. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui encore, le citoyen reste largement absent des démarches open data. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui encore, le citoyen reste largement absent des démarches open data. Ce qui veut dire potentiellement un travail pour les EPN. Donc, juste avant de commencer et de montrer quelques initiatives, je voudrais juste revenir sur de la sémantique. Là, on parle justement des citoyens, mais en réalité, c'est probablement un anglicisme. Lorsque les anglo-saxons parlent des citizens, ils sont plutôt sur l'idée des habitants aussi, des contribuables, mais également du grand public. Et il ne faut pas rester sur juste le terme par citoyen. On veut convoquer les électeurs ou les contribuables. On est vraiment sur l'idée plutôt de convoquer le grand public, les personnes qui n'ont pas forcément de compétences techniques, et essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent participer à toutes ces démarches et ces initiatives open data. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, finalement, il est largement assumé qu'une donnée brute, c'est assez technique, et finalement, on laisse aux intermédiaires le soin de créer des applications ou des services qui vont pouvoir aider finalement le citoyen. Mais le citoyen n'est pas forcément convoqué directement. Or, c'est beaucoup plus le cas en France, et on va voir qu'il y a des initiatives qui cherchent à aller dans ce sens-là. D'abord parce que c'était dans les promesses politiques, l'intérêt pour les citoyens, mais d'ailleurs j'ai remarqué dans ton support que justement dans le comparatif des promesses politiques, il y avait engagement et participation dans toutes les promesses, sauf celle de Nicolas Sarkozy. Donc en France, on est plutôt encore dans passer justement par des intermédiaires, mais on s'est rendu compte que ces intermédiaires, finalement, s'appropriaient encore peu des données et que peut-être qu'il faut aussi mettre en forme et développer avec les habitants pour faire en sorte qu'il y ait justement une valeur ajoutée qui soit apportée, une valeur ajoutée qui soit aussi beaucoup plus rapide que l'attente de développement économique qui pourrait être liée à l'ouverture des données. Donc le problème et le constat qui a été fait, c'est que la publication de données brutes, l'open data c'est ça, et les données ouvertes, finalement ça intéresse relativement peu les citoyens, et on n'aura pas les compétences de former tous les habitants à l'interprétation. Donc comment fait-on pour essayer d'inclure ces habitants et le grand public dans ces démarches qui, à la base, sont des démarches de publication de données brutes? Alors, quelques exemples. Et avant d'entamer quelques exemples, non, ça va être bon, c'est moi qui ai fait une erreur. Je voulais rappeler en fait les différents dispositifs, les différents rôles que pouvaient jouer les habitants dans cet écosystème de l'ouverture des données. Si on publie de la donnée brute que personne ne comprend, finalement, on est en train de reléguer le citoyen au statut de consommateur d'informations et de services. La question, c'est, et justement on en revient à la question de repenser la citoyenneté, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose à partir de ces données et développer d'autres interactions? Alors ça peut être inciter à la consultation, c'est-à-dire à la mise en forme des données de manière à ce qu'elles soient accessibles aux personnes qui n'ont pas forcément les compétences techniques. Ça peut être également accompagner la réutilisation des données par les associations et les habitants, mais ça demande des formations. Ça peut être également, à partir, et une fois qu'on a analysé ces données, questionner aussi l'action publique, mettre en forme un dialogue, un échange autour de l'analyse de ces données-là, et également aller jusqu'à la coproduction, c'est-à-dire une fois qu'on a analysé les données, fait un constat éventuellement des problématiques, comment est-ce qu'on met en forme des propositions
pour régler un problème. Donc on voit qu'il y a d'autres postures qui peuvent être développées au-delà de la simple consommation de services et d'informations. Encore faut-il mettre en place toutes les techniques et les réseaux pour que cela se produise. Alors, il y a eu des tentatives et une évolution en France. Au tout départ, on a vu que l'open data s'adressait dans la communication essentiellement aux développeurs, avec notamment les concours d'application, et un jargon, on va dire, encore assez technique. Et il y a eu, on va dire, une simplification du vocabulaire. D'ailleurs, dans les plateformes open data, il y a beaucoup plus la mention données ouvertes, données publiques. Et des collectivités abandonnent même le terme open data pour essayer d'être un peu plus compréhensible dans ce que c'est. Et on a vu justement apparaître ces derniers mois de nouveaux acteurs qui s'intéressent à ce sujet de l'ouverture de données, qui sont des associations de l'économie sociale et solidaire, ce sont des réseaux de la démocratie participative, et qui commencent à s'emparer justement du sujet. Et donc il y a cette évolution où on sort un peu du milieu technique pour essayer d'aller vers une appropriation sur d'autres thèmes et finalement sur une utilité. Et grâce à cette extension du sujet, on a vu aussi de nouvelles demandes. Des associations, également des journalistes qui disent « Ah tiens, vous ouvrez les données, vous êtes dans la publication, de la transparence, bah tiens, on aimerait ceci, cela, qui est lié également à nos activités. » Et là, on est vraiment dans le constat que l'offre a créé une demande. Cette demande qui n'existait pas avant sur les données brutes, finalement, mais qui existait sur l'information et l'accès à l'information. Eh bien, tous ces acteurs-là sont en train de se mettre sur la thématique open data en la considérant comme une opportunité pour résoudre des problèmes qui ne sont pas liés à des données brutes en soi, mais à l'accès à l'information. Maintenant, si on sort dans la rue et que l'on pose la question à un kidam, si vous lui demandez est-ce que vous savez ce qu'est l'open data, vous allez probablement avoir la réponse non, j'en ai aucune idée. Donc on voit bien qu'il y a une extension de la communication qui est tentée, mais il y a encore un peu de mal à entrer dans les mœurs et à toucher finalement le citoyen lambda. Donc il y a encore de gros efforts à faire là-dessus pour que l'ouverture des données et finalement cette notion d'accès à l'information rentre encore, atteigne, on va dire, le grand public. Après, si vous avez réussi à mobiliser quand même des habitants ou des citoyens, et je pense que Cécile en parlera tout à l'heure sur les formations avec Médiagraphe, vous avez un public captif que vous allez essayer de mener vers l'ouverture des données, vers les données ouvertes, en leur expliquant vous allez pouvoir trouver l'information dont vous avez besoin. Et si vous arrivez à faire ça, vous emmenez votre public sur une plateforme, et là ce qu'il risque de se passer, c'est une énorme déception. C'est-à-dire que premièrement, il n'y a pas beaucoup de données, il n'y a pas forcément les données qui étaient attendues. Et là, on est vraiment dans justement la nécessité de générer un dialogue entre les détenteurs de données et les potentiels réutilisateurs pour faire en sorte que l'offre aussi s'adapte à la demande. Mais l'autre problème, c'est également que voilà, on est sur des données brutes et tout le monde n'a pas forcément la compétence même de télécharger un fichier pour l'ouvrir, faire un tri, etc. Donc ce que l'on constate, c'est que les administrations en France aujourd'hui essayent de à la fois allier droit d'accès à l'information et publication de données brutes. C'est-à-dire que les plateformes aujourd'hui sont en train de passer de l'accès à des données brutes pures pour la réutilisation à finalement des plateformes de consultation de données avec des outils de visualisation qui sont intégrés où l'internaute n'a plus besoin d'avoir de compétences techniques très poussées. Il peut directement aller sur le site et avoir un histogramme de l'évolution du budget. Donc il y a cette transition qui est en train de se faire avec des administrations qui vont jusqu'à la mise en forme directe de leurs données, notamment un exemple à Rennes avec les données sociodémographiques pour expliquer un peu voilà, quelle est la démographie du territoire à travers des infographies. Donc on voit qu'il y a vraiment ce travail d'éditorialisation qui est mis en œuvre pour rendre ces données accessibles au grand public. Par contre, voilà, avec la problématique d'une limite dans la publication de certaines données, notamment des données attendues. Aujourd'hui, il y a un gros débat sur l'accès aux données santé, sur les infections dans les hôpitaux, sur les tarifs des médecins, etc. Donc on voit qu'il y a encore un besoin d'avancer sur certains sujets, de manière à ce que les données publiées répondent aussi aux attentes des habitants qui viennent consulter les plateformes
et qui se retrouvent parfois confrontés à des API, à des données tramway temps réel, à des données cartographiques un petit peu spécifiques. Mais on avance vraiment dans ce schéma-là. Après, voilà, si on veut passer à la phase après, c'est toute la notion et le problème de la formation des habitants à la culture et au traitement des données. Et pas seulement des habitants, d'ailleurs, des intermédiaires. Là, je vais faire juste un aparté sur les journalistes. On a évoqué tout à l'heure donc le travail du Guardian. Dans les pays anglo-saxons, les médias font un gros travail de réutilisation et finalement de démocratisation aussi du concept open data à travers ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils vont réutiliser des données pour créer des articles. Et tout ce travail-là, ça rend le sujet visible auprès des lecteurs et des habitants. Et c'est vrai qu'on a encore peu finalement de réutilisation à cette échelle de la part des intermédiaires en France. Donc il y a des formations qui se mettent en place sur justement le travail de data journaliste. Il y a des évolutions en fait des dépenses publiques françaises. Si vous la présentez sur le schéma de droite, on voit bien que le message n'est pas le même que sur le graphisme de gauche, alors qu'il s'agit de la même base de données. Donc il y a aussi une culture à intégrer sur la mise en forme de la donnée et sur la compréhension justement des partis pris qui peuvent être utilisés par ces intermédiaires qui vont valoriser les données. Donc tout ça, il y a vraiment un travail à mettre en œuvre au niveau de cette appropriation de la culture de données. Mais même si on arrivait donc à intégrer une culture de données généralisée, finalement on a besoin d'espaces et de moments d'animation. Des moments qui vont réunir aussi bien les personnes qui savent traiter les données, mais également des experts thématiques. Ça peut être des associations, ça peut être des citoyens qui ont un intérêt particulier pour la mobilité, pour l'environnement, etc. Et il y a vraiment la nécessité de réunir ces gens-là pour travailler ensemble. Donc on a vu qu'au départ, il y a 1 ou 2 ans, donc c'est encore très récent, mais les animations se faisaient beaucoup sur le développement d'applications au sens large, c'est-à-dire qu'on avait un outil, la libération de données, on savait qu'on pouvait faire des applications mobiles, on conviait les gens à réutiliser les données, mais il n'y avait pas vraiment de modèle précis ou d'objectif. Ensuite, on s'est dit, tiens, on pourrait utiliser ces données et le développement de services pour résoudre des problèmes de territoire, ça peut là encore sur le tourisme ou l'environnement. Et on a étendu toutes ces animations afin d'atteindre aussi un plus large public, donc notamment associations et habitants, et provoquer des rencontres avec les agents des administrations et des développeurs pour faire notamment des brainstorming. Donc on n'a pas forcément besoin de compétences techniques, on a juste besoin d'échanger des idées, des propositions pour formuler des solutions que ensuite on pourra mettre en œuvre avec des personnes beaucoup plus techniques. Donc on voit qu'on a une évolution dans le type d'animation, mais que par contre le grand public reste encore minoritaire dans toutes ces animations. Et peut-être qu'il y a un problème aussi dans le mode de passage finalement de ces animations. Là, jusqu'à présent, on a essayé de convoquer les associations, les ONG notamment, pour les faire rentrer dans le monde de l'open data, alors que peut-être ce qu'il aurait fallu faire, c'est plutôt essayer de diffuser les pratiques et les méthodes liées à l'ouverture de données avec les barcamps, les hackathons, des types d'animation, pour que chaque réseau finalement utilise ces méthodes au sein de son propre réseau. Donc il n'y a pas besoin d'inventer de nouveaux réseaux alors qu'il y en a qui existent, mais il faut simplement diffuser la culture et les méthodes au sein des réseaux existants. Et ça demande une appropriation par ces réseaux et donc des passeurs pour les méthodologies. Il y a eu une évolution aussi au niveau de la coproduction, alors qu'on ne voyait absolument pas sur les premières années de l'ouverture de données. Et aujourd'hui, on va encore parler d'OpenStreetMap, mais il y aura une présentation beaucoup plus large tout à l'heure. Il y a des animations qui sont organisées pour créer des données avec les habitants, notamment sur l'accessibilité des lieux publics dans une ville. Où là, on va organiser avec des associations, avec des habitants, la collecte des données qui vont ensuite, ces données commencent à être publiées sur les plateformes open data. Donc il y a à la fois des données des administrations, mais également les données des citoyens qui rejoignent ces initiatives d'ouverture. Il y a également des capteurs environnementaux. On équipe les habitants de capteurs qui permettent de collecter les données sur la qualité de l'air, par exemple.
et qui, reliés à Internet, permettent d'avoir une cartographie de la qualité de l'air ou de la météo dans la ville. Donc on voit bien que l'habitant devient lui aussi créateur de données et qu'on peut aller jusqu'à des questions, voilà, il y a des projets de concertation sur comment fait-on pour intégrer les données dans les débats, comment fait-on pour partager les données pour alimenter ces débats, questionner, et finalement aller plus loin que la simple analyse des données, mais on constate qu'il y a encore voilà, des données qui manquent dans les débats qui sont en place, notamment le projet sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, où il y a un projet de collecte de données publiées. Donc c'est un projet, on va dire, plus d'origine citoyenne. Et enfin, la dernière partie, c'est sur le dialogue. Donc on l'a vu, on est bien à travers des animations, à travers la création de la coproduction de données, dans un échange et un dialogue qui se met en place entre les habitants, les citoyens, et les détenteurs de données, en l'occurrence les administrations. Or cet échange, il peine encore à se développer, et c'est peut-être l'axe sur lequel on a le plus de travail à faire. Aujourd'hui, les canaux de communication, c'est quoi? C'est les forums que l'on trouve sur les plateformes open data. Ces forums, voilà, il faut s'inscrire, il faut aller se connecter, on n'est pas sûr d'avoir une réponse tout de suite. Et en fait, sur les animations, on se rend compte que les utilisateurs de données ont beaucoup de questions, parfois de critiques à émettre, qu'ils ne vont pas du tout poster sur les forums parce que c'est plus contraignant. Alors vous allez entendre ces messages de questionnement sur les réseaux sociaux et ça passe totalement à côté des canaux de communication qui sont mis en place par les administrations. Alors il y a ce que j'appelle des contournements informels. Ce sont ces agents qui sont chargés et qui souhaitent aller en avant dans l'animation des démarches open data, qui n'ont pas forcément la possibilité de communiquer avec un compte institutionnel et qui vont du coup utiliser des identités personnelles, des comptes personnels pour répondre aux questions parce que l'administration n'a pas forcément mis en place des canaux ouverts à travers ces services, on va dire, institutionnels. Donc on voit qu'il y a des démarches parallèles qui se mettent en place pour essayer de générer ce dialogue dont on a besoin, pour créer des communautés et pour développer la réutilisation. Et voilà, ce dialogue se met en place jusque dans des initiatives où là on va beaucoup plus loin une fois qu'on a eu la participation et le dialogue. On va dans la concertation et la coproduction, notamment de politiques publiques, avec un projet Parlement et citoyens qui propose aux citoyens de coproduire la loi avec les députés. Donc on peut proposer des commentaires sur une loi et le député, qui bien sûr garde sa position de décisionnaire, mais s'engage à répondre aux commentaires et aux propositions de chaque citoyen. Donc on voit bien que derrière l'ouverture des données, on en revient à la question de la citoyenneté, c'est que peut-on faire avec l'information? On peut questionner, on peut produire, on peut coproduire. Et l'idée, c'est d'aller peut-être jusqu'à la participation, jusqu'à un dialogue et finalement la mise en place d'une nouvelle forme aussi de gouvernance. J'ai encore 2 supports, ça va aller. Je vais donner juste quelques exemples étrangers, voilà, oui, pour aller un petit peu plus loin, dans la mise en place justement de ce que Stigler appelait la nouvelle ingénierie politique. C'est des nouvelles méthodes, des nouvelles animations, des nouvelles relations à mettre en place pour profiter des outils numériques pour créer finalement cette nouvelle relation. Donc, à l'étranger, vous avez notamment au Royaume-Uni l'OKFN qui a développé le School of Data, c'est l'école des données. Donc, ce sont des outils qui mériteraient d'ailleurs d'être adaptés en France, un outil générique libre et accessible où chacun peut s'inscrire et suivre en fait un cours, une formation en ligne sur les données, apprendre à utiliser une donnée, apprendre à la mettre en forme, à la visualiser, et ça permet d'intégrer justement cette culture auprès du grand public ou de tous ceux qui souhaitent s'approprier les données. Après, au niveau des administrations, on l'a vu avec les exemples de la première présentation, dans les pays anglo-saxons notamment, ça va beaucoup plus loin dans l'ouverture, jusqu'à des données qui en France sont considérées comme des données sensibles et de toute façon ne pourraient pas être légalement mises à disposition. Mais il y a une administration qui joue le jeu de la publication dans certains cas et qui va jusqu'au développement de ces communautés thématiques. Vous avez sur le portail national américain des communautés environnement, communautés océan, communautés transport, où les habitants et les associations et les entreprises, tous les acteurs sont conviés à participer pour résoudre des problèmes ensemble. Donc ça, c'est la finalité
de ces projets d'ouverture. Or, en France, on constate qu'on n'est pas encore jusqu'à la création, arrivé à la création de ces communautés, du fait aussi peut-être d'un dialogue qui reste encore limité au réseau, aux outils numériques et sur des canaux parfois restreints. Après, je l'évoquais tout à l'heure, les médias sont aussi très actifs dans la démocratisation du sujet, avec la réutilisation des données pour la mise en forme, pour également être un peu critique sur les politiques mises en place. Ce que l'on retrouve moins en fait en France, c'est par exemple, on dit dans l'open data, finalement, il n'y a pas beaucoup de données sensibles qui sont publiées, on ne peut rien en faire. C'est pas très intéressant. En réalité, si vous regardez par exemple la liste des marchés publics, ce sont des données que vous retrouvez sur plusieurs initiatives françaises. Mais ce qui ne s'est pas passé en France et qui a été développé notamment en Suisse, c'est la création d'un outil qui permet de trouver les corrélations entre les élus, les entreprises et les marchés publics attribués. Donc on voit que voilà, il y a des choses qui se mettent en place, mais que ça demande d'aller fouiller les données, d'aller questionner, de mettre les gens en relation et de développer à travers cela pour aller jusqu'à, pourquoi pas, la coproduction aussi dans la vie publique. Donc vous avez le projet budget qui a été développé par un quartier de Montréal qui propose de repositionner les curseurs d'un budget. Par exemple, vous mettez un peu moins sur la thématique transport, un peu plus sur l'environnement, et vous pouvez proposer à votre élu une nouvelle répartition budgétaire. Et ça, c'est basé sur les données budget. Donc on voit que là encore, on utilise finalement l'ouverture des données pour aller vers la coproduction qui est aussi l'étape ultime. Donc pour conclure, je voulais simplement préciser qu'on va beaucoup parler de données aujourd'hui, mais rappeler que dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, où il y a eu la première initiative d'ouverture de données, il y a eu un appel à l'inclusion des habitants et des citoyens, mais à travers non pas l'open data, non pas la simple ouverture de données, mais à travers un plan global de modernisation de l'action publique, dont l'open data représente la première étape. L'open data, donc on fait preuve de transparence, on ouvre les données, mais ensuite, voilà, ensuite on met en place les canaux de communication, de dialogue, et ensuite on met en place toute cette ingénierie dont on a besoin pour créer la coproduction, ce qui représente finalement aussi une forme de partage du pouvoir qui est difficilement mise en place encore aujourd'hui, mais qui reste peut-être la solution aussi pour l'intégration des habitants dans ce projet d'ouverture de données qui finalement ne serait plus l'habitant dans l'open data, mais l'habitant dans la nouvelle gouvernance. Donc en conclusion, voilà, de nombreuses actions à mettre en place, que ce soit de la formation, que ce soit l'accompagnement, mais également finalement la création d'espaces de dialogue entre les différentes instances pour essayer de générer de la coproduction, non pas à partir des données, parce que les habitants ne s'intéressent pas à la donnée en soi, mais à ce qu'on peut en faire, et donc avec l'idée de mettre en place toutes ces techniques qui permettent de rendre la capacité aux habitants. Et un dernier petit point, une mention que je précisais, c'était ne pas prendre la place de l'administration dans les démarches que l'on peut mettre en place, notamment dans les notions de dialogue. Alors là, je vais être très concrète, mais ce qui s'est passé sur Nantes avec Libertix, c'est que l'association, qui aurait pu être d'ailleurs un EPN ou un autre acteur, a géré le dialogue, a fait finalement le tampon entre l'administration et les différentes communautés sur le territoire pour essayer d'inciter à la réutilisation. Et finalement, ça a permis à l'administration de ne pas questionner la façon dont elle fonctionnait, puisque nous faisions la communication, puisque nous faisions l'interaction et l'animation. Ça a créé une relation, un dialogue, mais non pas avec l'administration, mais entre l'association et les usagers. Ça a permis d'être réactif, de répondre aux questions, etc. Mais ce n'était pas fait par l'administration, sinon par un délégataire en quelque sorte. Donc là, l'idée, c'est plus, à mon avis, il ne faut pas se substituer à cette modernisation nécessaire aussi dans les actions, mais plutôt provoquer cette rencontre, ces échanges, ce dialogue et l'accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claire. On continue nos contraintes de temps. C'est un exercice de frustration. Je me rends compte qu'on m'a donné un sale boulot.